Bonjour à tous. Bon, ben, je vais commencer par excuser tous les gens qui ne sont pas là. Et d'abord avec une pensée vraiment amicale pour Stéphanie Ferrer-Lévesque qui devait faire l'animation de cette table ronde et qui est en train de déguster assez sérieusement, je pense, un Covid un peu agressif. Et donc elle m'a appelé ce matin en me disant non, désolé, je ne vais pas venir vous voir, je vais aller aux urgences. Donc voilà, donc j'ai vraiment une pensée amicale pour elle parce qu'elle avait vraiment pris en charge toute cette table ronde. Je lui faisais tellement confiance que je ne m'en suis pas du tout occupé. Voilà, donc je suis absolument désigné pour la remplacer. Et donc, je continue avec les excuses. Donc, il y a Lydie Marin qu'il faut que j'excuse, qui devait nous rejoindre. Madame Montboucher qui devait venir nous parler du CIAS de Castillon, euh, Pujol, voilà, oui, je confonds avec Rosan, voilà. Castillon-Pujol, où ils ont monté, mais tu en diras deux mots peut-être tout à l'heure, Boris. Et puis Romain Dost, qui a beaucoup œuvré au sein du département pour qu'on puisse mettre en place euh, toutes ces journées avec la ville de Bordeaux, parce qu'il ne faut vraiment pas l'oublier. En fait, on a deux piliers qui nous ont vraiment soutenus depuis des années, depuis des mois, parce que des années, on n'est pas assez vieux pour des années, mais depuis des mois, pour monter ce contre-salon. Donc, qui a été un empêchement de dernière minute. Bon, je suis désolé, j'aurais aimé l'avoir là. Et donc, pour la peine, maintenant qu'on a excusé tous les gens qui ne sont pas là, on va vous présenter les gens qui sont là. Et donc, je vais commencer par vous. Donc, Harmonie Le Cerf, Meunier, pardon. Ouais, non, mais le matin à 9h30, et puis voilà, c'est un contre-salon de vieux et de vieilles. Donc, effectivement, il y a des petits points. Bon, donc, qui est adjointe à la mairie de Bordeaux, mais qui nous dira davantage sur ce qu'elle peut y faire. Boris Callen, qui est délégué national de Mona Lisa. Euh, Josette Bernard, voilà, qui devait venir avec Lydie Marin et qui est de la commune de Créon. Hein. Vous êtes adjointe à Créon, je crois. Et Moussali, qui a plein d'étiquettes, mais qui est notamment au Petit Fer des Pauvres, qui est Mona Lisa, et voilà. Et qui nous expliquera un peu plus ce qu'il fait et comment il fonctionne. Et donc, comme je suis incompétent en tout, je passe la main à Boris, qui connaît bien, qui a bien travaillé sur le projet avec Stéphanie, qui connaît un tout petit peu ce que c'est que la lutte contre l'isolement, et donc qui va un peu animer ce débat. Voilà. Oui. Merci, Boris. Parfait, merci à toi. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de faire l'exercice un peu d'improvisation malgré tout, hein, comme tu viens de le dire, d'être à la fois intervenant et animateur. Donc, je vous dirai à chaque fois où je me situe. Euh, D'accord, merci. Le maître du temps, tu es désigné. Lutter contre l'isolement, un défi toujours à relever, ça c'est le titre de la table ronde qui nous réunit ce matin. Et on peut commencer en introduction par dire quelque chose que tout le monde sait, mais qu'il n'est jamais totalement inutile de rappeler, c'est que l'être humain est un être de relations et de liens sociaux. C'est-à-dire que euh, c'est une marque, je dirais, dès la naissance. C'est-à-dire que quand on arrive au monde, il est nécessaire d'être regardé, d'être pris dans les bras de quelqu'un, d'être reconnu, d'être nommé pour arriver à grandir dans les meilleures conditions possibles. Un enfant, si vous l'abandonnez, vous savez bien que ça ne se passe pas très, très, très bien pour lui. Donc on a besoin de l'autre. Donc c'est une marque, je dirais, à vie pour les êtres humains. Et c'est tellement important, et c'est un peu le sujet qui nous occupe aujourd'hui, que si au cours de sa vie, il y a un déficit de lien social de qualité, on est dans une situation qui fait que l'être humain en souffre et que ça altère sa santé biologique, psychique et physique. Et pour ça, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, vient de voter une résolution au niveau mondial pour dire quelque chose de simple. Hein. Alors, la définition de l'OMS, tout le monde la connaît un petit peu, hein, de la santé. Hein. La santé est un bien-être bio-psychosocial et pas uniquement l'absence de maladie.
Et là, la résolution, elle dit quoi? Elle dit qu'il faut appuyer sur la santé sociale. On a beaucoup parlé de la santé biologique et de la santé psychologique, un peu moins de la santé sociale. Il dit que les liens sociaux sont un déterminant de la santé au même titre que les autres déterminants, c'est-à-dire l'alcool, le tabac. Et que si on souffre de solitude durablement, on augmente sa mortalité, son risque de mortalité prématurée, de plus 30%. Plus 30%, ça équivaut à fumer 15 cigarettes par jour, en fait. Donc on a vraiment un impact extrêmement fort sur la santé. C'est quand même la première chose à dire ce matin. Quand on parle de la question de l'isolement et de la solitude, on parle d'un déterminant de santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tant qu'être humain, se développer, exister, être en relation qualitative avec les autres, si on n'a pas dans son quotidien proche, la famille, les amis, le voisinage, la vie locale, associative, politique parfois, et son travail, des relations de qualité. La plus grande étude scientifique qui a été faite dans le monde sur le sujet du bonheur, ça s'appelle la Harvard Study Adult. Elle a 85 ans, c'est très rare d'arriver à faire une étude qui dure pendant 85 ans. Donc il y a 85 ans, à Harvard, l'étude commence. Et elle commence avec une cohorte, c'est-à-dire des gens qu'on a désignés à poursuivre, qui sont étudiants à Harvard, et d'autres qui sont dans les quartiers populaires et prioritaires à Harvard. Ils ont suivi tous les hommes, puis ils ont intégré leurs épouses, puis leurs enfants, puis leurs petits-enfants. Et donc on a une immense cohorte comme ça de personnes qui ont été suivies tout au long de leur vie, avec derrière l'idée de se dire, mais qu'est-ce qui rend les gens heureux, le bonheur finalement. Donc il y a eu toute une batterie de tests biologiques, psychologiques et des questions au fur et à mesure. Vous êtes marié, quelle est la qualité de votre travail, etc. Donc ils ont été suivis. Le responsable de l'étude a pris la parole il y a très peu de temps et il a dit, je peux vous résumer en fait le résultat de 85 ans d'études. Hein. Ce qui rend les gens heureux, c'est d'avoir des liens sociaux de qualité. Et que c'est un facteur beaucoup plus prédicteur du bonheur que le taux de cholestérol, il rajoute. Je cite. Il a raison. Il rajoute de qualité, c'est tout à fait important. Vous savez tous, et on le sait tous, depuis que nous sommes arrivés sur Terre, il y a des relations qui sont toxiques également, et qui ne génèrent pas du bien-être et du bonheur. On est en train de parler des relations de qualité. Donc les êtres humains, en fait, augmentent leur bonheur au regard des relations qu'ils arrivent à nouer de qualité. Une petite précision sur isolement et solitude qui, à mon avis, n'est pas totalement inutile et qui est faite au niveau international. L'isolement, c'est le nombre et la quantité de relations que l'on a dans son écosystème proche. Donc ça va être la famille, ça va être les amis, ça va être les voisins, la vie locale, associative et le travail. Et sur ces 5 typologies de liens, la question qu'on pose aux gens, c'est combien de fois par semaine vous voyez telle catégorie de personnes, les amis, etc. Et quand vous voyez les chiffres en France qui disent il y a 7 millions de personnes isolées, c'est de ça dont on parle. On a demandé quelle était la quantité des relations. Il y a un autre indicateur qui est la solitude. La solitude, c'est subjectif. C'est la question de la qualité des relations telles que moi, je les perçois. Là, quand on demande ça à quelqu'un, on passe de 7 millions à 11 millions de Français à tous les âges de la vie. La solitude, en fait, quand elle est non qualitative pour soi, elle augmente vraiment le risque d'en souffrir de façon extrêmement importante. Et c'est quoi une relation de qualité? Une relation de qualité, c'est compter pour quelqu'un. Donc c'est la question de la reconnaissance. On parlait du petit enfant tout à l'heure qui, dans les yeux de la personne qui s'occupe de lui, est reconnu et accueilli. De la même façon, s'il y a une perte d'utilité, de reconnaissance au fur et à mesure de sa vie, on est en déficit de liens de qualité. On n'arrive plus à se définir soi-même, son identité et son bien-être dans le regard de l'autre. Je sais que je compte pour quelqu'un. La qualité, c'est compter sur quelqu'un également. C'est-à-dire que s'il m'arrive un problème, bah, je sais qui appeler. Ça y est, on a tous des difficultés. On est content quand on a un numéro de téléphone et on dit « j'ai besoin de toi, j'aimerais parler avec toi ».
Et la troisième, qui est extrêmement importante, c'est la question de quelqu'un compte sur moi également. La question de la participation. Ce n'est pas uniquement dans un côté, c'est vraiment les deux. Quelqu'un compte sur moi. On m'appelle aussi parce qu'on a besoin de moi. Là, c'est tout l'engagement aussi qu'on a de proximité et de citoyenneté dont on va parler et dont vous êtes les fervents porteurs au CNAV actuellement. En France, sur cette question-là, quand on atterrit, il y a eu la canicule en 2003 qui a fait 15 000 décès en 15 jours, à peu près. Un grand nombre de personnes âgées de plus de 75 ans sont décédées à ce moment-là. Mais ce qui avait choqué, c'était le nombre de corps qui n'avaient pas été demandés, en fait. C'est-à-dire qu'on venait de découvrir en France des centaines de personnes, quand il s'agissait de faire les enterrements, où il n'y avait personne. Il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas d'amis. C'est ça qui a choqué à l'époque et qui a été vraiment un avant et un après. On va le voir après. La question de l'isolement, les petits frères des pauvres existent depuis 1946. Donc c'était déjà un sujet. Mais c'est devenu un sujet de société et un sujet politique et un sujet citoyen à ce moment-là. À ce moment-là, il y a eu un enterrement à Thiers également, hein, juste après ce moment-là de canicule, où on a enterré une soixantaine de corps dans une fosse commune, en présence du président de la République et du maire de Paris. Il y a un avant et un après. 10 ans après, la ministre de l'époque, qu'on peut tout à fait citer en terre girondine, qui est Michèle Delaunay, ministre de l'Autonomie, demande un rapport. Elle dit, mais en fait, le sujet continue à tuer des gens. Hein. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a des morts derrière. Hein. L'OMS, il calcule 870 000 morts par an dans le monde de solitude, dans son dernier rapport. Vous voyez ? On a vraiment un vrai sujet. Les petits frères vont sortir un rapport bientôt, la semaine prochaine, pour le 1er octobre. Il y avait 530 000 personnes en situation de mort sociale en 2021. Et sans vouloir déflorer, on augmente. Encore, on est à 780 000 personnes en situation de mort sociale. C'est de ça dont on parle. Et c'est à ça que la ministre voulait proposer d'agir. Le rapport, il s'appelle Mona Lisa. C'est la petite transition très rapide pour terminer et passer la parole ensuite à la ville de Bordeaux. Mona Lisa, c'est la mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées. En fait. Ce rapport, il était porté par le directeur général des petits frères des pauvres de l'époque, Jean-François Serre. Mona Lisa, il dit deux choses qui va me permettre de faire la transition ensuite. C'est là où je vais passer de l'intervenant à l'animateur de table ronde. Il dit deux choses. Un, sur la question qui nous importe de l'isolement des personnes âgées en France. C'est une affaire tellement intime et sociétale que tout seul, nous n'y arriverons pas. Et que donc, il faut engager l'ensemble de l'écosystème qui agit dans la grande proximité. Il y a 600 organisations membres de Mona Lisa. Les membres de Mona Lisa, au niveau national, c'est les petits frères des pauvres au niveau national, c'est la Croix-Rouge française, c'est Saint-Vincent de Paul, c'est les secours, les Restos du Cœur, le Secours populaire, etc., etc. C'est un grand mouvement en fait. Mona Lisa, c'est un mouvement fédérateur. Parce que quand on arrive dans un quartier, si on prend le quartier ici des Capucins, c'est là où les gens vivent finalement. Et que donc, pour agir ensemble, c'est-à-dire comment on fait pour prévenir, comment on fait pour repérer. Et une fois qu'on a repéré, pour faire l'étude de besoin et se dire, mais c'est quoi la réponse? Ça, c'est dans la grande proximité, parce que ça va engager tout le monde. Les associations que je viens de dire, la collectivité, mais aussi le pharmacien du coin, aussi le boulanger du coin, et surtout, et c'est le deuxième pied de Mona Lisa, le plus important, ça va engager les citoyens eux-mêmes. Il faut à un moment donné se dire, sur un sujet, parce qu'on parle de solitude, mais finalement de quoi parle-t-on? On parle de lien social, de proximité et de qualité. C'est comment je fais vivre là où je vis, là où j'habite, le lien social dans la grande proximité avec les autres, dans un écosystème. C'est ça, en fait, l'enjeu. C'est comment je réponds par moi-même à cet enjeu de société dans la grande proximité. On a créé les équipes citoyennes, on en parlera ensuite après. Il y a 1000 équipes citoyennes de bénévoles en France qui sont géolocalisées sur le site Mona Lisa. C'est très simple, ce sont des citoyens qui, là où ils vivent, ont décidé d'agir et de dire qu'en fait, il y a une forme de devoir de non-abandon dans la solitude des personnes âgées. Et qu'il y a aussi la question du lien social dans mon quartier. Donc ces équipes, elles sont autodéterminées, c'est-à-dire qu'elles décident par elles-mêmes ce qui est bon pour agir eux et pour agir dans leur quartier. Donc il y en a qui viennent pour dire, moi en fait, dans mon quartier, j'ai envie de faire des visites de convivialité. D'autres vont dire, non, 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 moi je vais faire plutôt des appels.
D'autres vont dire non, moi je ferais bien un projet intergénérationnel avec les enfants, avec l'école d'à côté. Un professeur disait moi je veux bien faire des récits de vie, moi ce qui m'intéresserait c'est ça, etc., etc. C'est comment les citoyens se réemparent de la question du lien social dans la grande proximité et s'engagent pour le lien social et à lutter contre la solitude des personnes âgées dans la grande proximité. Donc c'est ça. En fait, ensemble, nous n'y arriverons pas tout seuls. Voilà, c'est aussi simple que ça. On le dit souvent, nous on essaye de le faire concrètement, vraiment dans les quartiers. La réponse à la solitude, c'est l'action, tout simplement. Et c'est l'action par les citoyens eux-mêmes, qui s'emparent du sujet et qui se connectent en fait à l'écosystème de proximité, donc à la ville, aux autres associations, aux commerçants, etc. Alors, pour moi, c'est ça le sujet vraiment de la question de la lutte contre l'isolement. Mais je ne vais pas être plus long pour ce grand chapeau d'introduction, mais qui permet quand même de resituer où c'est qu'on est et le sujet dans lequel on parle. Et nous allons atterrir dans une très, 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 très belle commune de Gironde qui s'appelle la ville de Bordeaux. Nous avons le plaisir d'accueillir Harmonie Le Cernonnier, adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'accès aux droits des solidarités et des seniors. Et donc, quand on arrive, quand même dans une grande ville malgré tout, hein, quand on arrive dans une grande ville comme Bordeaux, voilà, comment vous abordez la question de la lutte contre l'isolement des personnes âgées à Bordeaux, et puis comment peut-être vous y engagez aussi les citoyens? Bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit sur au moment de la canicule en 2003, il y a eu beaucoup de morts. Et effectivement, ce qui a choqué, c'est les corps qu'on a retrouvés longtemps après et celles et ceux qu'on n'est pas venus réclamer. Et après cette canicule, la loi a changé, des obligations ont été mises en place. Mais en fait, très vite, il y a un basculement où on ne s'est pas dit ce qui est anormal, c'est que ces gens soient morts tout seuls et qu'on ne les ait pas réclamés. Ce qui est anormal, c'est que ces gens soient morts parce qu'il faisait chaud. Alors c'est vrai que s'ils sont morts de soif ou de chaud, c'est un vrai problème et il faut mettre en place des choses. Mais on a perdu le sens de la problématique, c'est que les gens étaient seuls, que ça a vraisemblablement précipité leur mort et qu'une fois qu'ils étaient morts, personne n'était là pour récupérer les corps. Et on a eu des obligations légales, notamment d'avoir dans les communes un fichier canicule qui recense les personnes qui sont seules, isolées, âgées et qu'on peut fournir en cas d'événements climatiques intenses à la préfecture. Et moi, quand je suis devenue adjointe au maire en charge des seniors, entre autres, c'était pas la délégation première à laquelle je pensais parce que c'est un sujet que je connaissais pas vraiment, la question des seniors. Et donc, je suis arrivée dans cette délégation en regardant de manière assez externe les choses qui étaient faites. Et c'est une des premières choses qui m'a vraiment marquée, c'est qu'il y avait une vraie confusion entre la vulnérabilité des vieux et des vieilles à la chaleur et la question de l'isolement. Alors c'est sûr que les deux se renforcent et que quand on est seul, on est plus en difficulté quand il fait très chaud. Pour autant, on ne va pas résoudre la question de la solitude parce qu'on sait où habitent les vieux et les vieilles et parce que s'il fait très chaud, on peut les appeler au téléphone. Et il y a une vraie volonté assez rapidement de vraiment séparer les deux choses ou de les considérer comme ce qu'elles sont, une intersection de vulnérabilité. Et donc on se sert aujourd'hui de notre travail fichier canicule, de notre obligation légale, pour poser des questions sur l'isolement des personnes, sur leur sentiment de solitude. Et donc si on demande aux gens est-ce qu'il fait très chaud, est-ce que vous êtes mal isolé, est-ce que vous avez des gens autour de vous en cas de coup de chaleur, on demande aussi si les gens se sentent isolés, et on fait passer de la documentation pour toutes les propositions municipales pour l'isolement, pour nos échoppes seniors, donc nos clubs seniors, pour la restauration, parce que c'est un autre problème. Et on peut avoir une maison très mal isolée, où il fait très chaud, et avoir des difficultés pour aller acheter de l'eau quand il fait chaud, mais pour autant ne pas vivre seul, ne pas se sentir isolé, ou être OK avec le fait d'être seul. Et par ailleurs, on peut être très riche, avoir un super appartement à Bordeaux, et se sentir extrêmement seul, et que cette solitude a un impact. Donc il y a une vraie importance à séparer ces deux questions-là, à les utiliser chacune dans leur couloir pour renforcer nos actions, mais ne pas considérer qu'avoir un fichier canicule, ça permet de lutter contre l'isolement. L'autre chose par rapport à la canicule, c'est qu'en 2003, alors déjà si on regarde les températures, elles étaient inférieures aux températures de l'été qu'on a vécu, notamment ici à Bordeaux. On a considéré qu'on pouvait avoir un phénomène climatique intense dans lequel il fallait agir. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, on est dans le réchauffement climatique qui est avéré et qui vient bousculer vraiment notre organisation sociale, notamment pour les personnes vulnérables que sont les seniors.
À Bordeaux, on a deux phénomènes qui ont lieu souvent en même temps. Les températures extrêmes, on dépasse les 40 degrés, où là, vraiment, des gens qui sont âgés avec des soucis de santé ne peuvent même pas sortir, avec un phénomène à Bordeaux parce qu'on est là, dans le sud-ouest, parce qu'on est placé géographiquement à cet endroit, mais aussi parce que c'est une ville très bétonnée, où les températures descendent extrêmement tard. À Bordeaux, il peut faire 36, 37 degrés à 22, 23 heures, quand il a fait très chaud. Donc, il n'y a même pas de créneau pour sortir, respirer. Il y a des moments où on peut ouvrir pour aérer parce qu'il va faire 23 degrés, 24 degrés entre 6h et 7h du matin. Et par-dessus ça, on a les dômes de chaleur, donc qui sont un phénomène climatique qui fait que on va avoir des températures élevées pendant longtemps, parfois une semaine, 2 semaines. Et là, c'est très dur pour les corps, notamment pour les corps âgés. Donc il y a une vraie nécessité aussi à revoir notre organisation sociale autour de ces nouvelles réalités climatiques qui sont plus rapide à Bordeaux qu'ailleurs. C'est vrai qu'on a cette connaissance du réchauffement qui est accrue parce que nous, ça fait depuis 2020-2021 qu'on vit ces phénomènes climatiques intenses chaque année. Donc voilà, on a tout ce travail qui se fait en séparant bien la question de l'isolement et la question de la canicule, s'il faut traiter avec autant de sérieux les deux. Pour autant, l'un ou l'autre sont des réalités un peu différentes. Je parlais tout à l'heure d'intersectionnalité et c'est vrai que c'est important pour la question des seniors d'avoir toujours cette attention à l'intersectionnalité. C'est pas la même chose de vieillir quand on a eu un travail qui n'a pas abîmé notre santé, quand on a des moyens financiers, quand on a une famille autour, que quand on est isolé, quand on est abîmé par le travail ou quand on cumule d'autres vulnérabilités. Par exemple, nous, ce travail avec l'intersectionnalité nous a amené à nous dire que vieillir quand on est homosexuel provoque un risque accru d'isolement. Même pas vieux, on sait que l'homosexualité peut provoquer des risques sociaux différents. Mais quand on vieillit, on sait aujourd'hui que les vieux d'aujourd'hui et les vieilles sont des personnes qui ont vécu dans une société qui était moins OK avec la question de l'homosexualité ou de la transidentité. Et donc ces générations-là, aujourd'hui, se retrouvent plus isolées ou en tout cas plus en difficulté avec la société, avec leur orientation sexuelle. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait créer dans nos établissements un label établissement inclusif qui permettait de dire ouvertement aux gens, ici vous serez bien accueillis, vous ne serez pas jugés et votre famille sera accueillie, votre conjoint, votre conjointe ou vos enfants, si vous avez des enfants qui eux-mêmes sont homosexuels. Et ça, c'est vraiment important, c'est de dire aux gens qu'on ne va pas rajouter une couche à ce qu'ils ont pu vivre dans leur vie et qu'au contraire, on forme le personnel pour bien les accueillir. On a une attention particulière à la lutte contre les discriminations et nous acceptons toutes les familles. Et donc, ne vous rajoutez pas de l'isolement parce que nous, on est OK avec ça et c'est important de le dire, de l'afficher et de former le personnel. Ce qu'on peut faire aussi pour la lutte contre l'isolement, un grand pouvoir d'une collectivité, c'est la communication. On a des moyens de communiquer qui sont importants dans une collectivité. Nous, on s'est réapproprié les moyens de communiquer dans l'espace public avec les panneaux publicitaires où on a repris une large place de la communication sur les panneaux publicitaires pour la communication institutionnelle. Et donc, depuis cette année aussi, on expérimente la communication de la rentrée des seniors. Puisqu'en réalité, la rentrée, c'est pas que pour les enfants qui rentrent dans un établissement scolaire. Tout au long de notre vie, on a vécu avec ce rythme de rentrée. D'ailleurs, très souvent, quand on parle d'année, ici en France, on parle d'année scolaire, en fait. C'est la nouvelle année, c'est la rentrée. C'est pas forcément pour le 1er janvier, c'est souvent pour le 1er septembre. Et on a l'habitude d'aller dans le forum des associations, de choisir son nouveau sport, sa nouvelle activité, sa nouvelle pratique musicale à la rentrée en septembre. Et donc, pour les seniors aussi, c'est la rentrée. Et il faut garder ce rythme. Et on a fait une grande communication en septembre pour dire c'est la rentrée, inscrivez-vous dans votre échoppe senior. C'est aussi parfois la rentrée pour les nouveaux retraités qui commencent leur première année scolaire complète en tant que retraités. Et puis, on a souhaité faire de notre journal municipal un vrai moyen de communication avec les citoyens et les citoyennes. Donc on a retiré toute la pub pour que les gens se disent pas c'est de la pub, je le jette à la poubelle, mais le lisent vraiment. Et on communique dedans, notamment à destination des seniors, pour les actions municipales, pour les actions des associations, pour les actions des partenaires institutionnels, puisque vraiment, on a vu qu'il y avait plein de choses qui étaient proposées, mais que les seniors connaissaient peu. Ça pose aussi toute la question du numérique. Donc de communiquer autrement que le numérique, mais aussi de permettre aux seniors de s'emparer du numérique, parce que la réalité, c'est que c'est très pratique, que ça permet de communiquer, de garder le lien et d'avoir connaissance de tout ce qui peut se faire.
Et puis surtout, je voudrais insister sur la question du renouvellement permanent des propositions que peut faire une mairie pour les vieux et les vieilles, puisque déjà, c'est des générations différentes et c'est pas gravé dans le marbre ce que les gens ont envie, quelles sont leurs habitudes. Donc il y a une vraie nécessité d'étudier les réalités sociales des générations qui sont aujourd'hui seniors. On sait qu'aujourd'hui, globalement, les personnes qui fréquentent nos établissements sont les baby-boomers. On sait par exemple que les personnes qui sont seniors et qui ont recours aux activités que l'on propose sont des gens qui ont envie, par exemple, de faire des booms, des balles disco, peut-être autant que des balles musettes. Donc il faut que nous, on puisse se réinventer, qu'on puisse proposer des choses qui collent. Et c'est ce que vous faites beaucoup avec le CNAV aussi. C'est de dire, attention, les vieux, c'est pas quelque chose de fixe, quoi. C'est pas comme, par exemple, il y a une réalité naturelle, physique, physiologique des bébés. On sait grosso modo ce qu'un bébé sait faire à 6 mois, quels sont ses besoins à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Bon, les vieux, même s'il y a des réalités physiques, mais quand même, il y a des modes de vie qui ont été différents suivant les générations. Et donc, il faut se renouveler. Et quand on a moins de personnes qui viennent à nos propositions municipales, surtout, il ne faut pas se dire ça ne marche plus, on arrête. Il faut se dire on fait autrement. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on était peut-être tombé à la ville de Bordeaux, c'était de se dire bon, il y a moins de gens dans les clubs seniors, ok, c'est passé, bah, on arrête. Non, non, il faut redynamiser les propositions seniors, il faut les réadapter aux personnes. Et puis pour faire le lien avec l'intervenante suivante, là, moi, j'ai parlé de ce que peuvent faire les collectivités, de ce que peut faire la ville de Bordeaux, mais il y a une nécessité aussi de se dire que ce n'est pas à la collectivité de tout faire, qu'on ne peut pas tout faire, et aussi, comme je le disais, qu'on a des enjeux face à nous qui sont des enjeux extrêmement importants. Je vous parlais du réchauffement climatique. Moi, je crois que c'est un des enjeux peut-être le plus important que l'humanité ait eu face à elle et pour lequel on doit s'organiser différemment. Ce réchauffement climatique, il vient bouleverser et même rendre obsolète une grande partie de notre organisation sociale. Et donc, face à ça, on doit recréer du lien avec les citoyens et ne pas se dire bon voilà, les gens quand ils deviennent vieux, c'est la collectivité qui s'en occupe. Nous, de toute façon, on a notre vie à mener d'actives. Et si d'ailleurs les gens sont trop actifs et trop occupés pour s'occuper des seniors, c'est que notre société, elle ne fonctionne pas bien. Parce qu'en réalité, on doit avoir du temps libre pour le lien social. On doit avoir du temps libre pour s'occuper des petits et pour s'occuper des plus âgés. Donc ça aussi, on doit le revoir et on doit voir quelle est la place des citoyens là-dedans. Comment on crée, et donc on tâtonne, hein, c'est vrai qu'avec Mona Lisa, on crée ces équipes citoyennes, on crée la semaine de l'isolement, différentes activités. On recherche à créer du lien autour des seniors où on s'est dit pendant des années, oh là là, les vieux, c'est chiant, c'est difficile, ça coûte cher, on ne sait pas quoi en faire. Et puis dans les EHPAD, on les met, mais après, il y a des scandales. Mais non, justement, allons nous emparer de toutes ces questions-là. C'est pas normal que ça se pose comme ça, que ça se passe comme ça. Et donc, on doit aller rechercher à créer du lien. Et le rôle dans la municipalité de créer du lien, ça peut être du rôle d'impulsion, mais surtout, c'est de ne pas laisser les citoyens, les citoyennes seuls face à ça. C'est, par exemple, ce qu'on a fait à Bordeaux, créer un comptoir des aidants qui aide les aidants familiaux ou les amis, parce que ça peut être lourd de s'occuper d'une personne âgée ou en situation de handicap, mais c'est aussi donner de l'information, former, participer à la formation des citoyens, des citoyennes, pour qu'eux, ce ne soit pas une galère et qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se disent « Ok, je veux bien prendre le relais, dire moi, j'habite dans une grosse résidence, je connais celles et ceux qui sont âgés ». Mais on doit être armé pour ça, savoir où orienter, savoir qui appeler, avoir des réponses et avoir de la documentation prête à faire passer. Merci. Du coup, un relais, un lien, ça marche plus, ça marche? Vous m'entendez? C'est moi qui ne m'entends pas, en fait. un relais parfait pour écouter Josette Bernard, adjointe au maire à la ville de Créon, justement sur la question de la citoyenneté, de l'engagement des citoyens et des bénévoles dans la réponse par eux-mêmes, finalement, mais en lien avec, je dirais, les services de la collectivité. Donc, quand et comment la ville de Créon s'est-elle saisie de cette question de l'isolement? Effectivement, moi, je vais plus vous parler de terrain et de comment on fait, comment on peut faire pour aller à la rencontre de ces personnes isolées. Créon s'est saisi, cette petite ville bastide où l'on aime bien vivre, s'est saisie de cette question de l'isolement lorsqu'elle a fait le constat que 28% de la population avait plus de 60 ans.
Et c'est ainsi que, fin 2019, le maire, avec le Centre communal d'action sociale et son conseil d'administration, se sont engagés en signant la charte Mona Lisa pour lutter contre l'isolement des aînés. L'isolement social des personnes âgées étant un enjeu pour nous, un enjeu de société. Tout restait à faire. En 2020, une nouvelle équipe municipale se met en place avec un partenaire imprévu qu'est le Covid. Peu importe, une commission se met en place et se mobilise, appelant élus et citoyens sensibles à cette cause nationale pour venir rejoindre cette commission par le biais d'une communication simple telle que le bulletin municipal, des tracts, le bouche à oreille. Nous n'avons pas fait de réunion publique. Lorsqu'on arrive en forme, à l'âge de la retraite, on a beaucoup de ressources, de temps, de disponibilité pour les autres. Le collectif se réunit donc pour élaborer son plan d'action avec la structure référente, en l'occurrence le CCAS, le Centre communal d'action sociale à Crillon, et nous lançons l'équipe citoyenne en 2021 avec 12 bénévoles au départ, sans pouvoir rendre visite, Covid oblige. Donc, nous nous réunissons pour réfléchir, travailler ensemble sur la charte du bénévole d'une part et sur la qualité de l'appel téléphonique. Des jeux de rôle sont mis en place pour vérifier la bonne pratique de ce téléphone, et ce travail préliminaire favorise la connaissance des membres de l'équipe et sa cohésion. Nous préparons également un flyer pour dire ce que nous faisons et nous présenter également une carte d'identité Mona Lisa. Plusieurs années ont été nécessaires pour impulser une dynamique de l'équipe citoyenne en étant présente dans toutes les actions de la ville. Forums, marchés, accueil des nouveaux habitants, goûter des seniors de la ville, rencontres avec les résidents de la résidence d'autonomie, les aides à domicile, et ce ne sont que des exemples. Sans oublier que Mona Lisa Gironde se rend toujours disponible pour répondre à nos questions et ou se déplacer. N'est-ce pas, Myriam, Boris? Et maintenant, je vais vous dire comment la semaine de lutte contre l'isolement initiée par le Conseil départemental et Mona Lisa Gironde a joué un rôle dans la mobilisation et la sensibilisation citoyenne. Cette semaine, pour nous, a eu un rôle d'accélérateur. Après un appel à candidature, l'équipe de Créon est désignée pour représenter le territoire semi-rural. Nous sommes fiers. Il faut donc s'organiser et toute l'équipe s'implique. Et une référente d'équipe est nommée, Lydie Marin. Un tel projet anime toute l'équipe. Le thème nous parle, nous interpelle. Nous avons axé notre plan d'action pour repérer les personnes les plus isolées en invitant les partenaires locaux autour d'une table ronde en salle citoyenne, et tout le monde est présent. Commerçants, professions libérales et médico-sociales, CPTS, associations caritatives, centre social intercommunal ou cabane à projet de Créon, université du temps libre, le cinéma, la bibliothèque, projet d'habiter partagé, etc. Car nous sommes convaincus que le repérage des plus isolés est une affaire de tous. Ce grand projet, sur une semaine, a fait avancer tout le monde, non seulement l'équipe, mais aussi le public qui nous entoure, puisque nous sommes tous acteurs pour agir ensemble contre l'isolement des aînés, mais aussi et surtout dans cette première année, des plus isolés, ceux qui sont invisibles. La deuxième semaine de lutte contre l'isolement a été particulièrement axée avec la tribune des cheveux blancs, et c'est vraiment Stéphanie qui nous a animés, qui n'est pas là aujourd'hui, où des personnes retraitées de différentes associations sont venues exprimer, nous dire ce qu'elles faisaient pour bien vieillir et susciter l'envie de faire pareil à d'autres personnes présentes dans la salle.
Nous voulons vraiment prolonger la coopération Mona Lisa pour aller plus loin dans la démarche par le collectif, et nous sommes en 2025. Est-ce que vous pourriez nous parler du coup de l'équipe citoyenne concrètement? C'est qui? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça marche? Mais bien sûr, Boris. Nous sommes une équipe convaincue, engagée, de 25 bénévoles, et 4 sont en passe de venir nous rejoindre, qui vont à la rencontre de 65 personnes isolées de la commune. Les visites se font en binôme, et depuis cette année, des bénévoles se sont dirigés également vers l'EHPAD de Créon. Et là, nous rencontrons d'emblée 20 personnes. Ce sont en majorité, cette équipe, des femmes et des hommes à la retraite et d'autres qui travaillent encore, issus de toute profession sociale, médico-sociale ou autre, mais qui donnent volontiers de leur temps pour aller à la rencontre des aînés isolés, pour parler, échanger, écouter, se mettre à leur disposition et faire avec eux ce qu'ils ont envie. Jouer aux cartes, regarder des photos, se promener, se rendre à un cinéma, etc., etc. Grande cohésion d'équipe où chacun prend sa place. Cohésion développée par les formations proposées par les Petits Frères des Pauvres et Mona Lisa Gironde. La journée des bénévoles, à l'issue de la semaine de l'isolement, et nos rencontres mensuelles prolongées, toujours par un moment convivial très animé et apprécié. Je peux également vous parler des motivations des bénévoles. Et je reprends leurs mots. Se sentir utile, utiliser notre temps libre pour être acteur de bienveillance, rendre service. C'est un lien social avec l'équipe également. Répondre à un besoin de population vieillissante. Défendre une cause qui nous tient à cœur, et c'est un choix volontaire d'engagement pour les aînés. Et maintenant, on pourrait parler effectivement des difficultés dans nos actions contre l'isolement. Le recrutement des bénévoles, pour nous, n'est pas un obstacle. Il se fait assez facilement par le biais du bouche à oreille principalement, l'envie de venir nous rejoindre, le marché des bénévoles sur le marché du mercredi, tout simplement, au forum des associations, à l'accueil des nouveaux habitants qui viennent prendre leur retraite à Créon. Mais le plus difficile est le repérage des personnes isolées qui devient plus facile lorsque la confiance est établie avec les membres du CCAS et en particulier des aides à domicile qui sont les personnes les plus à même de nous indiquer qui a besoin de nous rencontrer. Nous avons provoqué des rencontres avec elles pour nous connaître mutuellement et tisser des liens de confiance. N'oublions pas les relations que nous avons établies avec les partenaires locaux qui sont également des indicateurs précieux. Les 2 éditions de Semaine de lutte contre l'isolement 2024 et 2025 ont aussi permis à Mona Lisa Gironde de réaliser une mesure d'impact et de l'écrire. Et nous les en remercions vivement. Et puis, si vous êtes convaincus de cette cause nationale, lancez-vous dans cette belle aventure qui est une équipe citoyenne. Et je terminerai en disant, en reprenant peut-être ce qu'a dit Boris au départ, l'homme n'est rien tout seul, il est un homme de lien. Merci. Merci Josette. Bravo. Merci beaucoup. Et on peut rajouter que toutes les études montrent quand même qu'être bénévole allonge l'espérance de vie. En fait, être bénévole utile rend heureux. Donc il n'y a plus qu'à. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que va nous dire certainement Moussa. Moussali, bénévole aux Petits Frères des Pauvres. Peut-être quelques informations sur l'association, même si évidemment tout le monde la connaît, et votre engagement chez les Petits Frères, et je crois savoir au-delà même. Hein, vous êtes engagé citoyen quotidiennement. Merci Boris. Bonjour tout le monde.
Moi, donc, comme tu le dis, je suis bénévole au Petit Frères des Pauvres depuis 2014. Les Petits Frères des Pauvres luttent contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, et prioritairement les plus vulnérables. Nous accompagnons les personnes âgées à partir de 50 ans et nous faisons des actions de visite à domicile ou bien dans les EHPAD ou bien là où se trouvent les personnes âgées. Et récemment, depuis 2 ou 3 ans, nous avons ajouté la visite des personnes dans les foyers Adoma. Au début, c'était les combattants de la Deuxième Guerre mondiale, avec donc les venant plus généralement de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Mais plus récemment, on a vu que la population s'était élargie. Il y a des Français, il y a des Portugais, donc il y a vraiment une diversité plus grande, mais la solitude n'en est pas moins visible. Au niveau de Bordeaux, nous avons à peu près 80 bénévoles, en moyenne 80 bénévoles qui accompagnent 85 personnes âgées en général. Et tout à l'heure, je crois que tu as posé la question de savoir qu'est-ce qui m'a amené au Petit Frères des Pauvres. En 2010-2011, je suis venu rejoindre mon épouse ici à Bordeaux. En fait, j'avais une maladie qui était inconnue des services sanitaires sénégalais, parce que je viens du Sénégal, qui est un pays qui a été colonisé par la France, et donc nous nous connaissons bien. Et donc j'ai rejoint mon épouse pour essayer de voir si je ne pouvais pas avoir plus de facilité pour me soigner ici en France. Effectivement, j'ai été pris en charge de façon impeccable, si bien que je me suis senti beaucoup mieux, mais je me suis senti inactif, puisque j'étais en ce moment-là au moment de la retraite, et j'ai dit maintenant que la France m'a redonné la santé, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ça à la France? Et donc j'ai dit, peut-être faudrait-il s'engager dans le bénévolat. C'est ainsi que j'ai choisi de m'engager dans le bénévolat. Mais quel bénévolat? Dans quelle association? Et donc, mon origine a parlé, car je viens du Sénégal, de l'Afrique. Et durant mon enfance, j'étais très attaché à mes grands-parents. Et donc j'ai dit, je vais m'occuper de personnes âgées. C'est ainsi que j'ai repéré dans ces associations les Petits Frères des Pauvres qui m'ont reçu, qui m'ont interviewé, et donc qui ont bien voulu accepter que je sois dans cette association. Et j'y suis depuis plus d'une décennie maintenant. Le thème qui nous a été donné, c'est la lutte contre l'isolement. Est-ce un défi toujours à relever? Bien sûr, nous, au niveau de notre association Petits Frères des Pauvres, qui a son siège principal à Paris, mais qui est une association présente partout en France, nous avons l'habitude de sortir ce que Boris vient de décrire ici, le baromètre de l'isolement, tous les 4 ans. Le nouveau sortira le 30 septembre pour la journée des personnes âgées du 1er octobre. Et ce baromètre nous montre que, donc, dans la dernière publication, donc il y a 4 ans de cela, les personnes âgées
qu'on peut appeler comme traversant une mort sociale faisait 530 000 personnes de plus de 100 ans. Et voilà qu'avec ce nouveau baromètre, nous nous rendons compte que ce nombre a tellement cru qu'il se situe maintenant à 750 000. C'est donc dire que c'est un défi toujours à relever, la lutte contre l'isolement. Ça veut dire également que la situation s'est dramatiquement aggravée. De 40% par rapport à notre dernier baromètre d'il y a 4 ans, mais de 150% par rapport à notre baromètre d'il y a 8 ans. C'est dire donc, comme l'ont souligné mes prédécesseurs, la lutte contre l'isolement est un défi de tous les jours, un défi contemporain et un défi futur aussi. En fait, au niveau du quartier où j'habite, le Grand Parc, c'est vraiment un laboratoire qui nous permet de voir comment se déroule concrètement la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et nous remercions Mona Lisa et Boris, ici présents, pour avoir organisé au niveau du Grand Parc la semaine contre l'isolement en 2024 et également en 2025. En 2024, ça a permis, avec l'aide de la mairie, de regrouper tous les acteurs pour lutter contre l'isolement sur un quartier donné. Et c'est ainsi que nous avons pu travailler avec une association dont je fais également partie, dont je suis le vice-président, l'Association générale des locataires de Bordeaux. Ça nous a permis, au niveau de cette association, de voir que les locataires personnes âgées étaient aussi isolés et donc de pouvoir les accompagner dans leur démarche avec Aquitanis, qui est le bailleur social pour le Grand Parc, enfin pour ce qui concerne la plupart en tout cas. Et donc nous avons pu accompagner beaucoup de personnes, notamment la plus grande satisfaction que j'ai tirée, c'est d'avoir accompagné une personne âgée. Nous sommes dans la même résidence, et donc je l'ai accompagnée lors des élections européennes. Vous savez qu'il y a eu deux tours. Je l'ai accompagnée pour le premier tour et je l'ai accompagnée pour le deuxième tour. Elle était tellement fière qu'elle a dit à son kiné, voilà que j'ai pu voter grâce à M. Lee. Et pour moi, c'était la plus grande satisfaction que je puisse avoir. Donc, si vous m'interrogez sur ce que je tire de cette activité bénévole, mais je ne peux pas quantifier ce que j'en tire parce que là d'où je viens, nous sommes des personnes de solidarité. Et comme le dit souvent Stéphanie, il rappelle ce que je dis, que notre vie sociale au pays se situe en général autour de l'arbre à palabre, qui regroupe les personnes de tous âges, les personnes âgées, mais aussi les jeunes, et qui est une expression de démocratie qui permet à chacun de s'exprimer et permet aux solidarités de se manifester. Et je crois que vendredi, lorsque ce compte salon a démarré, Stéphanie Ferrer, qui malheureusement est absente alors qu'elle a tout organisé, a rendu hommage au CNAV pour avoir vraiment entraîné derrière lui tous ses partenaires. Et moi, je ne peux pas, par honnêteté, ne pas rendre hommage aux Cheveux Blancs, parce que les Cheveux Blancs ont organisé une tribune des Cheveux Blancs dont a parlé notre collègue de Crayon. Et ça a permis, d'ailleurs, ce n'était pas le but, entendons-nous bien, ce n'était pas le but, mais ça a permis à la mairie de nous remettre un prix Bordeaux Terre de Solidarité. Parce qu'à cette occasion, on a pu décliner toutes les activités que nous faisons pour occuper la retraite et donner cela en exemple aux personnes retraitées. Et ça a été aussi pour nous l'occasion
de rencontrer le CNAV. Et le représentant, M. Raymond, nous a contactés et nous a dit, bon, vous avez parlé de votre association des locataires et ça pourrait nous intéresser nos membres parce que ce sont des personnes âgées et qui auront besoin de services pour leur démarche par rapport aux bailleurs sociaux. Nous avons aussi eu l'opportunité de rencontrer l'Université du temps libre dont a parlé l'adjointe au maire de Crayon. L'Université du temps libre est aussi une opportunité que j'ai fréquentée également, une opportunité de permettre aux personnes âgées de pouvoir se rencontrer parce que c'est une université du troisième âge. Et il y a plusieurs activités et ce n'est pas sanctionné par un diplôme, mais le fait de se rencontrer, le fait d'échanger, ça permet de rompre l'isolement et la solitude. Je vous donne un exemple de cours que j'ai pu faire sur le café philo. Et on s'est retrouvés, on a rencontré des personnes d'origine professionnelle diverses qui sont maintenant à la retraite et qui ont ce bagage-là qu'ils ont eu à partager sur maintenant qu'on a fini ces activités professionnelles. Quel est notre regard sur le monde, sur la vie, sur la société? Et donc, ça a permis de rompre l'isolement d'une certaine manière. L'autre cours que j'ai pu suivre, c'est sur les comparaisons entre deux religions, le judaïsme et l'islam. Et cela a permis de voir combien ces deux religions sont si proches et pourtant ne se connaissent pas. Et donc, les participants qui étaient d'obédience, de confession chrétienne, juive ou musulmane, ont pu échanger et donc cultiver la tolérance. Et donc, je crois que ça peut aussi aider à rompre l'isolement des personnes âgées. Je voudrais peut-être aider. L'Université du temps libre nous a en ce moment contactés en nous proposant de faire état dans un article que leurs étudiants en journalisme faisaient, donc de faire un reportage sur cette activité que nous faisons de bénévolat depuis une dizaine d'années, et ça a été sorti dans leur journal de l'Université du temps libre. Et ça permet donc de toucher une plus grande partie de la population. Maintenant, je voulais revenir à notre quartier, au Grand Parc. Depuis cette semaine de lutte contre l'isolement, initiée par Mona Lisa et la mairie, nous avons pu, au niveau des Petites Fêtes des pauvres, nouer des rapports avec beaucoup de partenaires de la zone et ainsi permettre de lutter davantage contre l'isolement. Je veux citer une association qui s'appelle La Fourmilière, qui est une entreprise à but d'emploi, c'est-à-dire son but est de s'adresser à des personnes qui ont déserté le marché de l'emploi volontairement ou involontairement depuis plusieurs années. Et donc, on leur permet, par ce biais de l'association, de revenir à l'emploi. Et nous, Petits Frères des Pauvres, on a pu collaborer avec cette association en formant les personnes. Il y a eu 4 personnes qui ont été recrutées par cette association et on a pu les former et donc leur permettre de mener des actions de lutte contre l'isolement dans le quartier Grand Parc. Il y a aussi une autre association, Local Attitude, qui est une épicerie solidaire qui offre des produits du terroir à des prix abordables. Et donc, ça peut toucher, vous le voyez, beaucoup de personnes âgées et qui n'en ont pas assez de moyens. Et donc, on a pu nouer des relations avec eux. Donc, c'est des rapports vice-versa. Eux, ils profitent des personnes que nous pouvons accompagner pour pouvoir leur offrir ces genres de services. Et nous aussi, on peut repérer à partir de là les personnes qui sont en situation d'isolement. Car, comme l'ont dit les intervenants auparavant,
le problème principal ici, c'est le repérage. Comment repérer les personnes isolées? Et comme l'a dit la représentante de la mairie, le problème n'est pas seulement d'avoir un fichier canicule ou bien registre canicule, mais le problème, c'est d'aller au-delà. Et donc, en travaillant avec je crois que je reviendrai tout à l'heure sur 2 questions que j'ai par rapport à la mairie. Et donc, ça nous permet donc, de pouvoir disposer de la possibilité de rencontrer d'autres personnes isolées. Nous avons aussi, bien sûr, le centre social. Le centre social avec qui nous coopérons Petit Frères des Pauvres. Et du reste, lors de la semaine qui s'annonce, la semaine bleue, nous avons un partenariat avec toutes ces associations dont je vous parle pour essayer d'amener les personnes âgées que nous suivons à participer aux animations qui sont faites dans le cadre de la semaine bleue. Le 9 octobre, par exemple, il y a une animation qui s'appelle bizarrement Snox Café. Snox, ça veut dire, c'est un terme péjoratif pour désigner les vieux. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont retenu. Je n'étais pas là quand ça a été choisi. Mais en tout cas, ce sera une occasion, le 9 octobre, de 16h à 19h, à la place Europe, de pouvoir retrouver des personnes âgées à travers des animations diverses et variées que les différents partenaires vont offrir. Et donc, c'est là vraiment une action qui a été rendue nécessaire par cette semaine contre l'isolement dont je vous ai dit qu'il a été organisé par Mona Lisa et la mairie. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la mairie? C'est que la mairie, depuis plusieurs années, a associé les Petits Frères des Pauvres à une opération très intéressante, voisin relais. Je crois que tout a démarré au niveau de la canicule et ça renforce l'isolement. Et ça nous permet, nous, dans le cadre de cette opération, de pouvoir être assignés, qu'on nous assigne des personnes à appeler, souvent pour les sensibiliser sur les gestes à faire au niveau, quand il y a canicule, et les différents lieux à se rendre pour se rafraîchir, etc. Et les différents gestes qu'il ne faut pas ne pas faire. Et donc, ça nous permet de suivre des personnes pendant 2 mois à peu près et de pouvoir rompre également, par la même occasion, l'isolement de ces personnes. Parce que souvent, les personnes nous disent vraiment, nous avons apprécié le fait que vous ayez pu nous accompagner, que nous avons échangé, nous avons pu rompre notre isolement. Et justement, c'est là où je voudrais poser cette question. Et du reste, c'est dans le cadre de cette opération Voisin Relais que j'ai pu connaître Stéphanie Ferrer, qui était donc fonctionnaire de la mairie de Bordeaux, qui s'occupait des personnes âgées. Mais à la fin de cette opération, il n'y a pas un bilan exhaustif qui est tiré par la mairie par rapport à tous les enseignements qu'on a pu prendre dans le contact humain, la chaleur humaine qu'on a pu donner à ces personnes par les appels téléphoniques hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. Et donc, il nous semble que ce serait plus utile de faire un bilan exhaustif et de pouvoir suivre de façon plus approfondie ces personnes âgées, parce qu'une fois que la canicule est terminée, ils retrouvent leur statut de personnes isolées. Et donc, c'est cela que nous voulons proposer à la mairie. L'autre aspect concernant la mairie, c'est le service civique. Nous avons vu que le service civique également permet de rompre tant soit peu l'isolement des personnes âgées, mais ce n'est que de façon ponctuelle. Et en général, ces jeunes ne sont pas formés. Nous, Petits Frères des Pauvres, nous recevons aussi des jeunes dans le cadre du service civique et nous les formons. Mais il serait plus intéressant si, de façon systématique, ces personnes étaient mieux formées à la lutte contre l'isolement pour permettre de mieux accompagner les personnes âgées. Donc c'est ça la deuxième proposition que nous souhaiterons faire à la mairie, madame. Oui, si je peux avoir quelques éléments de réponse. Alors, sur les services civiques,
C'est là que je vous disais en fait que la situation actuelle et les enjeux que l'on a, donc j'ai parlé du réchauffement climatique, mais il y a aussi la démographie, le fait qu'on a une forte augmentation des personnes âgées. Et alors là, c'est quand même assez prévisible, hein, puisque c'est le principe de la démocratie, c'est que les gens naissent, ils sont jeunes et ensuite ils vieillissent, qu'on avait à peu près 70-75 ans pour s'y préparer. Et force est de constater qu'on n'est quand même pas très préparé à l'arrivée des baby-boomers dans leur période de vie de senior. C'est ça, en fait, qui remet en cause ce que j'appelais, ce qui rend quasiment obsolète notre organisation sociale. Les services civiques, c'est très important pour les gens qui sont en service civique. C'est un moment important de la vie où on se forme, où on est entre les études et la vie de jeune adulte, où on cherche un peu sa voie. Donc le dispositif, il est utile pour les jeunes. Maintenant, les services civiques ne peuvent pas venir remplacer ce que serait l'organisation collective, citoyenne et publique pour accompagner les personnes âgées. Donc c'est très chouette qu'il y ait des services civiques dans plein de nos dispositifs, dans les établissements. Ça crée aussi un vrai lien entre des jeunes et des personnes âgées. Ça permet de faire tomber des barrières, de faire tomber des préjugés et de préparer des jeunes aussi à continuer à côtoyer des personnes âgées. Mais en revanche, c'est vrai que les services civiques ne peuvent pas remplacer les professionnels, les citoyens et ne peuvent pas venir pallier les carences de notre organisation publique et citoyenne autour des personnes âgées. Donc il y a un vrai travail à faire pour renforcer, alors qui n'est pas possible aujourd'hui. Enfin, nous, à la mairie de Bordeaux, par exemple, on ne peut pas se dire on va embaucher 30 personnes pour s'occuper en proximité de l'isolement. En termes de ressources humaines, de moyens, et même la Chambre régionale des comptes ne nous laisserait pas faire ça parce qu'on a des obligations de contenir notre masse de ressources humaines, d'agents et d'agentes de la ville de Bordeaux. Donc l'organisation telle qu'elle est actuellement n'est pas adaptée à la réalité démographique du pays, mais sur plein d'autres points. On a beaucoup parlé de la question des retraites. Bon, ce sont les actifs qui payent la retraite pour les personnes qui sont en période de retraite. Aujourd'hui, avec le ciseau démographique, ça devient compliqué de fonctionner ainsi. Donc il y a plein de choses à revoir, et y compris la question des services civiques. Sur la question sur la question du bilan, oui, on doit travailler à faire des bilans de ces périodes-là. Les voisins relais, c'est vraiment quelque chose qui est venu marquer ce besoin que l'on avait de différencier la lutte contre l'isolement, ou en tout cas de muscler la lutte contre l'isolement au regard de la période de canicule. Moi, j'ai participé pendant un été avec d'autres élus de la ville de Bordeaux à cette opération d'appel téléphonique, et on a tous très vite constaté qu'après le premier appel, ils avaient compris, les personnes qu'on appelait, comment je fais s'il y a la canicule, qui j'appelle. Et le reste des 2 mois d'appel se faisait sur un accompagnement à la solitude. Et ça a été très dur d'arrêter d'ailleurs, d'appeler ensuite. Alors il y en a qui ont même continué à appeler parce que la problématique principale était l'isolement des personnes et pas leur difficulté à gérer la canicule. Donc bon, c'est sûr que quand il faisait chaud, on en parlait, il fait chaud, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut, est-ce que vous avez besoin d'un relais? Mais la question principale était l'isolement. Et moi, il y a quelque chose dans cette opération aussi que je trouve qui n'est pas tout à fait correct, c'est le terme voisin-relais, puisqu'en réalité, ce sont des gens qui appellent, peu importe où on se trouve. Moi, j'ai fait ces appels quand j'étais en vacances à l'autre bout de la France, et donc on n'est pas en proximité, et on n'est pas des voisins, et on ne nous donne pas le numéro de téléphone de quelqu'un qui habite chez nous. Donc si on dit aux gens on est des voisins relais, ils peuvent s'attendre aussi à ce qu'on puisse venir physiquement, et en réalité, c'est pas fait pour ça. Et c'est là qu'on a besoin aussi d'avoir des équipes citoyennes de proximité, parce que cette question du voisinage, elle est nécessaire. Et il y a un vrai besoin. Au-delà des appels téléphoniques, et c'est très pratique d'avoir ces appels, de pouvoir les faire peu importe où on se trouve au cours de l'été, on a un vrai besoin de recréer de la proximité, de recréer du voisinage, ce qui permet aussi de dire, tiens, cette personne de ma résidence ou de ma rue, je ne l'ai pas vue depuis quelques jours, je vais aller frapper à sa porte pour savoir si ça va. Bon, là, quand on est au téléphone, en réalité, on n'est pas en proximité. Donc il y a du travail à faire pour être plus efficace, pour créer aussi plus de services, du service de proximité, et pour voir comment on continue ça. Est-ce qu'on peut avoir des gens qui sont disponibles toute l'année? On n'aura pas une personne par personne disponible toute l'année. Donc comment soit on priorise les publics, soit aussi on augmente.
on a fait à la ville de Bordeaux ce travail pour augmenter le nombre d'appelants en comprenant des élus, en comprenant des agents et des agentes à qui on permettait de passer ces appels téléphoniques pendant leur temps de travail aussi, c'est important. Donc voilà, on a toute une travail de structure et je vous rejoins, il faut qu'on ait des bilans qui soient partagés, qui nous permettent d'avancer ensemble. Oui, là, je vous rejoins, Moussa. C'est vraiment la question dont on parlait au début de la relation, de la qualité. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire qu'on va calculer en fait le nombre d'appels qu'on a passés ou le nombre de visites qu'on a faites, etc. Mais il faut qu'on arrive à aller plus loin en fait, et arriver à avoir ce retour sur ce que ça a produit en fait, dans la vie de la personne, dans sa capacité à renouer des liens sociaux, à refaire communauté avec d'autres et comment elle va mieux. On est dans un moment où c'est difficile pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde. Donc c'est difficile financièrement pour les collectivités. Pour les associations au niveau national, c'est extrêmement difficile. Il y a même une journée, pour la première fois, le 11 octobre national, pour manifester dans la rue, portée par le mouvement associatif. Ça ne va pas. C'est difficile. Et on pourrait faire une litanie de difficultés. Donc en fait, on est dans un moment de crise. La crise, comme vous le savez, c'est un mot qui dit c'est une opportunité. Ce n'est pas qu'un moment de difficulté, mais aussi d'opportunité. Comment on agit en fait quand on est tous en difficulté sur un territoire? On agit ensemble. Ensemble. C'est comment on arrive à un moment donné à avoir des espaces de collaboration sur ces sujets-là et sur un sujet qui est là. Quand on parle de solitude, on parle de vivre ensemble. On parle de lien social. Et comment on fait société dans ma ville, dans mon village et dans mon quartier. Donc comment, collectivement, on arrive à agir ensemble. Une aide à domicile, quand elle va chez quelqu'un, elle repère une situation de solitude. Elle est acteur du repérage et elle permet à la personne de rester chez elle parce qu'elle le souhaite, par sa présence. Mais elle va venir 2 fois 30 minutes sur un plan, si vous voulez. Et quand la demande de la personne, c'est plus un service, elle l'a. La douche, elle a été refaite, c'est bon. Mais ce qu'elle demande, en fait, c'est de lien et c'est de la relation. Ce qu'elle demande, c'est de voir quelqu'un. Il y a des gens qui vous disent, mais moi, je n'ai besoin que de voir quelqu'un, de parler à quelqu'un. C'est là où la force en fait, de l'engagement citoyen dans la grande proximité, il a tout son sens. Et les articulations avec les villes et les associations locales et tous les acteurs locaux. On parlait de l'EBE, entreprise à but d'emploi. Ils ont créé des emplois parce qu'ils ont identifié aussi qu'il y avait la question de l'isolement. Moi, les équipes de bénévoles, j'appelle ça des équipes à but de relation. L'objet, c'est la relation. Comment on s'y prend? Ça dépend des territoires. Par contre, on s'y prend ensemble et on agit ensemble. Ensemble. C'est ça le sujet. Castillon-Pujols. Oui, je vous dis 2 mots sur Castillon. Communauté, oui, il y a le CIAS, Communauté de communes de Castillon-Pujols, CIAS de Castillon-Pujols, qui devait être là effectivement ce matin, mais qui n'a pas pu venir. Donc vraiment en quelques mots, parce que c'est intéressant, parce que du coup, on va dans le milieu rural, si vous voulez. Donc il y a Castillon-la-Bataille, et puis après il y a plein de villes sur la communauté de communes, où il y a très peu d'habitants, où c'est des villages. Et donc on rentre dans le milieu rural, et donc la question, c'était sur la question de la solitude. Comment on arrive à organiser une réponse sur l'ensemble finalement de la communauté de communes, sur les liens sociaux donc ils ont mis ça comme enjeu évidemment prioritaire, parce qu'il faut quand même le dire, c'est quand une ville fait des liens sociaux et de la solitude un de ses enjeux, ça a du poids. Ça a du poids. Ça peut être à la fois dans la volonté politique, mais dans la confiance aussi. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de mettre tout le monde autour de la table, quoi, voilà. On a décidé, on a voté une délibération qui dit qu'on va s'engager contre l'isolement. Venez en discuter et on va avoir une réponse collective ensemble, avec nos moyens à nous, avec vos moyens à vous et avec les moyens des citoyens. Et ils ont créé en fait une équipe citoyenne, mais qui est à Castillon-Pujols, mais qui n'est pas à Castillon, qui est dans une autre ville à côté, qui est Rosan Espier, je me dis. Et qui va en fait sur l'ensemble de la communauté de communes. Parce qu'en fait, il y a une équipe qui va être ici, mais ça n'empêche pas qu'il y ait 3 bénévoles dans le village X, 2 bénévoles dans le village Y, etc. Et qu'on fasse en fait une réponse dans l'ensemble de la communauté de communes par l'engagement citoyen, sans faire une équipe par village. Ça ne tiendrait pas. Comment vous voulez engager 15 bénévoles dans un village? Ce n'est pas possible. Mais vous pouvez engager des personnes qui souhaitent produire du lien social, 2, 3, 4, 5 dans un village, puis 2, 3, 4, 5 dans un autre. Et ça fait l'équipe
en fait, de la communauté de communes et qui fait qu'on a agi ensemble sur l'ensemble du territoire. C'est ça l'originalité de Castillon-Pujols, parce que l'idée, c'est comment on arrive à aller sur l'ensemble des territoires, à la fois en milieu évidemment urbain, qui porte des solitudes particulières, et en milieu rural, où on a encore d'autres difficultés, notamment sur la question des mobilités, etc. etc. Voilà, donc, beau témoignage de Castillon-Pujols. Et peut-être le temps de... C'est ça, Dominique? Voilà. Bah, monsieur, il n'était pas content tout à l'heure. Je l'ai vu, j'ai vu tout de suite que vous avez réagi. Ah, c'est les retraites, là. Oui, je pense. Là. Le micro arrive. Oui, je crois. Oui, je ne suis pas content dans la mesure où moi, je suis un militant de longue date, vous savez, et je n'ai pas attendu l'enclave, mais je reconnais que l'enclave font du travail énormément. Et quand je pense aux 15 panneaux, là, vous voyez, et comme je me déplace dans toute la France, moi aussi, donc je vois ce matin sur Sud-Ouest, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis de Montpellier, mais on a le même de l'autre côté, Midi Libre, et Sud-Ouest. C'est-à-dire que c'est Bailey. Bailey, c'est un milliardaire de la région et qui a toute la presse. Voilà, toute la presse d'Occitanie. Et quand je vois ce matin, évidemment, par rapport à hier, sur la précarité, voilà, je vois, c'est à Saint-Christoly de Blaye, mais en attendant, un manoir prend feu, la propriétaire retrouvée morte. Voilà. Il y a un article qui est aussi important que celui d'hier par rapport à la pacification. Et dans cet article, eh bien, on s'aperçoit que ce manoir comporte plus de 30 pièces, etc. Cette personne était seule, mais très utile par rapport à la mairie, dans la mesure où elle logeait les chats. Elle avait effectivement énormément de chats et rendant service à la commune dans la gestion. Eh bien, moi, je m'excuse, mais quand même, on a aujourd'hui une crise de logement. Et là, il aurait pu y avoir, effectivement, non seulement que la commune connaissait tout le monde, cette personne, mais au moins pour dire, mais cette maison, à son âge, etc., eh bien, il faut y créer les conditions de logement. Voilà ce que je voulais dire là-dessus par rapport à cet article. Maintenant, la personne qui a dit, oui, là, on a eu un problème de retraite, n'est-ce pas? 75% des gens étaient pour cette, dans la mesure, la retraite à 60 ans. Ça a duré des mois et des mois et nous n'avons rien eu. Mais c'est faux de dire, effectivement, c'est les jeunes qui travaillent qui payent la retraite des anciens. Non, c'est pas ça du tout, hein. La sécurité sociale et la sociale, le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est pas du tout ça. Il faut pas, c'est pas les jeunes qui payent pour la retraite. C'est l'ensemble, effectivement, des cotisants. Et ce n'est pas des charges, ça. C'est la cotisation sociale. Voilà. Générale. C'est la cotisation sociale. Et ça date de 1945, évidemment. Voilà. Oui. Le CNR. Oui. Alors, écoutez, oui, je n'ai pas dit qu'on avait eu un problème avec la retraite. Je n'ai pas dit que c'est les jeunes qui payaient pour les vieux, c'est les actifs. C'est le principe de la retraite par répartition. En une année, la totalité des cotisations sont redistribuées dans l'année aux personnes qui sont à la retraite. Moi, j'ai mis en place à Bordeaux la sécurité sociale de l'alimentation. C'est un sujet que je connais. Donc, voilà, je connais comment ça fonctionne et la sécurité sociale et la retraite. Et c'est effectivement les gens qui sont actifs qui payent la retraite. Et effectivement, lorsqu'on a un basculement démographique, comme il se passe actuellement en France et bien plus violemment dans d'autres pays, on a un vrai effondrement de nos capacités à soutenir les retraites des personnes âgées. C'est un pacte intergénérationnel. Je vais être très rapide parce qu'autrement, j'y passe la soirée. Hein, vous me connaissez. Simplement quelques remarques. J'ai eu la chance de travailler avec Michel Delaunay pendant plusieurs années. J'ai été à l'origine donc de Mona Lisa, que je connais bien à Paris. J'étais avec vous. Bonne idée. D'ailleurs. Voilà. Première remarque. Plus il y a d'associations, plus il y a de livres, plus il y a de conférences, plus il y a de rencontres,
plus la société va mal. Pourquoi ? L'isolement. J'habite, moi, dans un coin de campagne et il y a beaucoup de constructions nouvelles actuellement. On achète le terrain, on fait la maison et on clôture de murs. J'ai demandé à mes voisins, justement, comment vont jouer vos petits-enfants avec vos petits-enfants d'à côté pour leur trottinette, etc. Oh. Non, mais là, c'était la réponse. Les plus âgés. Les plus âgés. Je suis pratiquement le plus âgé maintenant, à 5 km autour de moi. Mais à chaque fois qu'il y a une naissance, je vais donner un petit billet. Simplement pour dire, ça a un petit enfant de plus dans le coin. C'est important. Je dis aussi, toute ma vie, j'ai été dans le milieu associatif. La première association que j'ai créée, c'était au lycée, un petit bibliothèque. On ouvrait une boîte de biscuits lus, on sortait les billets, on rentrait les billets, ça marchait parfaitement bien. On ne peut plus faire ça. C'est pas pareil. C'est pour ça que j'ai entamé ma retraite, 40 ans de retraite, en voulant demeurer professionnel. Parce que si on n'est plus professionnel, maintenant, on ne peut plus rien. Merci, monsieur. Bravo. Là où je vous rejoins complètement, c'est sur la question des relations finalement quotidiennes de voisinage. Là, on parle effectivement de la puissance publique, d'une ville, du monde associatif. Mais qu'en est-il effectivement, tout simplement, en fait, de se lever le matin, de croiser son voisin, de lui dire bonjour, comment tu vas, est-ce que je peux vous rendre un service? Parce que c'est là où ça se joue. Moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a une perte, en fait, de la qualité de la relation, de l'écoute à l'autre, de la possibilité de la présence à l'autre. C'est-à-dire d'être là, vraiment, quand vous êtes en relation avec quelqu'un. Et pas juste passer, rapide, parce que mon téléphone, il me dit il faut que je réponde, ou j'ai des notifications, parce que je suis pressé, parce que je ne suis pas là, etc. On a l'impression qu'il y a une espèce d'accélération, où tout le monde est en train de courir à droite à gauche, on se demande vers quoi d'ailleurs. Et on a du mal juste, en fait, à être présent là où on est présent. Et au-delà de tous les dispositifs qu'on mettra en place, ce qui permettra d'avancer, évidemment, monsieur, vous avez raison, c'est tout simplement soi-même, dans sa famille, avec ses amis, dans son voisinage, à son travail, être présent dans la capacité d'écoute à l'autre de façon qualitative, être vraiment là, être vraiment là. Et ça, je trouve qu'il y a une déchirure là-dessus, vraiment, du tissu social, de l'attention aujourd'hui à son quotidien le plus proche. Voilà. Oui. Je complète juste rapidement, il y a un vrai enjeu pour les collectivités à permettre aux personnes de se réapproprier l'espace public, peu importe leur âge, c'est-à-dire fermer des rues à la circulation pour permettre aux gens de faire des pique-niques, organiser certains dimanches du mois des fermetures totales de places pour qu'il y ait des activités culturelles, des bals, des activités associatives, permettre aux commerçants de se fédérer pour qu'ils et elles animent des places, des endroits, des quartiers particuliers, organiser des grands événements. Par exemple, le week-end prochain, à Bordeaux, on a le Festival des Solidarités, le 2e Festival des Solidarités, toute la journée, du matin au soir, avec des tables rondes, avec de la musique, avec des expositions. Il y a on organise le bal de la Libération, où les gens viennent danser pendant des heures. Enfin, nous devons impulser ces moments de réunion commune sur l'espace public et donc permettre que l'espace public ne soit pas qu'un lieu de passage où on va vite d'un endroit à un autre, mais un lieu où on s'arrête, où on se rencontre, où on discute, et favoriser aussi la réouverture des commerces où on se rencontre et pas des commerces qui vont très vite, et même d'ailleurs de bars. Alors moi, je ne fais pas du tout la promotion de l'alcool, au contraire, mais les bistrots, les bars, les cafés sont des lieux où on doit se rencontrer et qui doivent être adaptés à la population locale. On a des endroits à Bordeaux, il y a beaucoup de vieux et de vieilles qui vivent et où il n'y a que des bars qui sont à destination de jeunes, des bars le soir, des bars qui sont jusqu'à 2 h du matin. Et il faut vraiment avoir ce genre de commerce qui soit aussi adapté à tous et toutes.
Oui, Juste, je rebondirai sur ce que tu as dit. C'est faire venir ces gens. Voilà, les accompagner et les inviter, parce qu'ils ne viendront pas d'eux-mêmes. Une autre question. Oui. Allez-y, madame. Bon, j'essaie de parler. C'est juste que moi, j'ai entendu le CNAV comme étant un lieu où on pouvait être acteur de sa vieillesse, ou le devenir, ou chercher des pistes pour le devenir. Et je voulais juste vous faire partager quelque chose que je vis. Moi, je me suis retrouvée veuve assez jeune, c'était il y a 8 ans. Enfin, voilà, c'est jeune, c'est relatif. J'ai vécu 5 ans toute seule et au bout de 5 ans, bon, j'ai voyagé, j'ai fait des choses. J'ai la chance d'avoir une retraite suffisante pour vivre pas trop mal, on va dire, voilà. Et bon, au bout de 5 ans, je n'avais plus trop d'idées en tête. Et bon, voilà. Et alors, c'était une opportunité parce que ça n'avait pas été pensé. J'avais cherché un temps un habitat participatif, ça m'aurait plu. Et quand j'ai vu les difficultés pour intégrer un habitat participatif ou le temps d'agir pour que ça se crée, je me suis dit je serais morte. Et en fait, je suis tombée, je suis de Brive-la-Gaillarde. Je n'y habitais pas à l'époque, j'habitais dans le Loiret, mais j'ai une sœur qui y habite. Et je suis tombée sur une affiche qui parlait d'une colocation. C'est aussi pour rebondir sur ce qu'a dit le monsieur qui n'était pas content. Il y a plein de grandes maisons aujourd'hui dans notre pays qui sont vides ou qui sont à l'abandon, qui sont voilà. Et alors à Brive, il y a un propriétaire qui a, pour des raisons humanistes et pas que, décidé d'ouvrir des colocations. Donc il en a ouvert pour des étudiants parce qu'il a eu l'exemple de ses enfants. Puis après, il a eu l'exemple de ses parents et beaux-parents qui vieillissaient. Il s'est dit pourquoi pas essayer une colocation senior. Au début, c'était intergénérationnel. Et en fait, j'ai intégré, il y avait des places. Et j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai fait un mois d'essai et j'ai intégré une colocation. Alors nous sommes actuellement 5 à vivre. Ça va de 92. Une dame qui va partir en EHPAD probablement dans peu de temps parce qu'on n'a pas, nous, travaillé sur un accompagnement jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la mort dans notre colocation. Et la plus jeune a 67 ans. Alors voilà, c'est réellement... Enfin, moi, je ne prends pas ça pour tout le monde parce que tout le monde ne s'adapte pas, je pense, à cette vie-là. Mais par contre, en termes de... On rompt la solitude, l'isolement. Alors, la solitude, moi, j'aime bien. Je peux me replier chez moi, dans un petit coin, voire dans ma chambre. Enfin, on a des chambres. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je vous en touche 2 mots. Mais en tout cas, le lien social, il est là. Et puis, la volonté que nous avons développée ensemble, c'était de nous intégrer dans notre quartier. Donc, on fait partie d'une association de quartier, on a un centre culturel à côté, on fait des actions communes avec le centre culturel, on fait des programmations d'événements. Tous les 2 mois, on programme un concert, une pièce, un truc comme ça. On a alors, le réseau des gens qui veulent venir à la colloque maintenant, pas pour y résider, bizarrement, mais en tout cas pour profiter de la prestation qu'on offre. On a une liste d'attente d'artistes pour 1 an là actuellement. Voilà, c'est pour dire qu'on peut aussi être acteur. Peut-être qu'il faudrait inciter. Moi, j'avais rencontré le maire, je lui ai dit, mais bon, voilà, l'EHPAD, il en faut peut-être sous une autre forme. On va aller en visiter pour savoir. Je crois qu'il faut anticiper sur notre envie de vieillir, dans quel cas, dans quelles conditions, et aussi se donner les moyens de faire des choses et d'agir. Oui, voilà, c'était une opportunité pour moi. Je ne l'ai pas créée, cette colocation. Mais je me suis dit, après tout, pourquoi pas, j'essaie. J'irai ailleurs si ça ne me plaît plus dans 2 ans. Mais la colocation, c'est quand même, je trouve, un moyen souple, parce que les grandes maisons, il y en a plein, de se retrouver entre gens qui ont des affinités ou pas. Là, on ne se connaissait pas, hein, ça a été des recrutements comme ça. On fait avec, mais c'est vivant, je veux dire. Même si on s'engueule, il y a de la vie, quoi. Merci. Voilà, c'est tout. Oui. Ça me permet en très court de rebondir sur 2 choses. La première, effectivement, on ne l'a pas dit, mais on parle bien, quand on dit de la solitude néfaste pour la santé, on parle bien de la solitude subie. Hein. On est d'accord. Il y a une solitude merveilleuse, je dirais, qui est tout à fait choisie et qui nous permet de nous recentrer, de mieux se connaître, de mieux s'élever, de mieux aller vers l'autre ensuite. C'est pas celle-là dont on parle, c'est celle qui est subie et qu'on ne souhaitait pas aller.
Les nouvelles formes d'habitat, il y en a plein qui sont en train de se mettre en place. Donc ça montre le dynamisme, effectivement, que vous avez, en fait, de réinventer comment la question de l'habitat et de vivre ensemble, tout simplement. Et ça me fait penser qu'il y a une association, mais c'est encore une autre chose, mais ça permet de le dire. Sur Bordeaux, c'est Vivre avec, et au niveau national, c'est Cohabilis. C'est la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Ce qui permet à une personne qui a âgée, qui a un logement où il y a une chambre, d'accueillir un jeune, qui la plupart du temps est un jeune étudiant, et d'être dans cette... c'est solidaire parce qu'en fait, le loyer est très faible. En fait. L'idée, c'est plus d'être en relation et de se donner un coup de main l'un et l'autre. Une dernière question? Ouais, c'est bien toujours. Oui, moi, ce que je voulais insister sur une démarche, c'est qu'il faut beaucoup de temps, quand même, et beaucoup de pudeur pour pouvoir arriver, bon, je parle du grand âge, là, à ce que les personnes acceptent de rompre leur isolement. Parce que ces personnes ont souvent la fierté de leur passé. Elles ont eu 2, 3 enfants, une famille, ils ont des petits-enfants. Ils ont été au travail avec des responsabilités ou pas. Et pour eux, c'est quand même très difficile d'admettre qu'ils sont isolés parce qu'ils ont eu des amis, ils ont eu des copains, ils ont surtout une famille qui, la plupart du temps, est très loin. Et c'est vraiment quand même un cheminement de patience que d'aller vers ces personnes pour arriver à les faire sortir de leur isolement. Et il faut beaucoup de respect et de pudeur parce qu'ils ont la fierté de leur passé et souvent ça leur fait de la peine et ça les dérange de dire ben oui, j'ai des enfants, j'ai une famille et là je suis un peu à 400 km de chez eux et je suis profondément malade d'être seule et isolée. Je Voilà. pense que vraiment là, vous parliez d'un rythme, mais il faut aller à leur rythme de ces personnes-là. Et un coup de téléphone, il y aura peut-être 10 coups de téléphone, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid. Mais tout ça, c'était un travail préliminaire, comme je l'ai dit. Et au bout de 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois peut-être, là, elle aura déjà connu la personne par la voix, par ce qu'elle lui aura dit, par l'écoute qu'elle aura portée à cette personne. Elle dira, elle acceptera naturellement que vous veniez la voir. Et c'est ce qui se passe. Au départ, ils ne veulent pas de visite. Parce qu'ils ont moins vous voyez de monde, moins vous avez envie de voir de monde. Mais là, ils sentent aussi, je pense, une relation vraie. Et ils acceptent très facilement. Mais il faut du temps. Il faut aller à leur rythme. Tu restes. Il n'y a pas d'histoire familiale qui est affichée, comme dans un petit village. Micro. Mais tout se sait. Voilà, oui. Donc, je voulais dire qu'en milieu urbain, cette démarche est simplifiée un petit peu par l'anonymat. Que lorsque c'est en milieu rural et dans de tout petits villages, comme c'est le cas chez nous, il y a quand même le poids de l'histoire familiale et de tout ce qui se sait. Et il faut, voilà, c'est toute une démarche et la formation peut-être de l'approchant, voilà. Et parfois, en fait, c'est dire à la personne, j'ai besoin de toi aussi. Oui. Parce que c'est pas évident de dire, en fait, je me sens seul déjà, donc il faut arriver à l'identifier, à le reconnaître, à le dire, à demander de l'aide. Enfin, c'est quand même très très long comme démarche. Donc parfois, de détourner en discutant avec la personne, elle vous dit, moi je sais faire ceci, cela, et un jour vous lui dites, au lieu de lui dire, je vais venir vous aider, je vais vous dire, mais moi j'ai besoin de vous. Parce qu'en fait, j'ai besoin de votre cake pour la kermesse. Là. Et donc j'ai besoin de vous. C'est ça aussi parfois qui permet de passer le cap. Et je rebondis sur ce que vous disiez, on a un vrai enjeu collectif aussi à réhabiliter les corps vieux dans l'espace public et dans l'imaginaire collectif. Moi, j'ai 37 ans et je me fais souvent la réflexion que dans certaines réunions, je suis la plus jeune et je suis la seule à avoir des cheveux blancs. Alors même si ça se voit pas beaucoup parce que j'ai les cheveux très courts, mais voilà, on a cette question des cheveux blancs qu'il faut cacher, des rides qu'il faut cacher, des produits de crème. Moi, je suis souvent face à des personnes âgées, des personnes vieilles. Alors on fait réhabiliter ça aussi en utilisant les termes vieux et vieilles, puisque c'est une réalité.
qui me disent qu'elles ne veulent pas sortir parce que je suis vieille, je suis moche, je suis grosse, je suis handicapée, je prends de la place, je vais gêner les gens. Et la réhabilitation des corps vieux dans l'espace public et dire que c'est une chance de vieillir, en fait, parce qu'il y a des gens qui ne vieillissent jamais, que c'est une chance de vieillir, que c'est OK de vieillir, que c'est une réalité, que oui, on a des cheveux blancs, on perd ses cheveux, on grossit, on a des rides, c'est tout à fait normal, c'est beau aussi, c'est aussi les marques du temps, de l'expérience, de notre propre évolution, et on doit vraiment faire un effort collectif pour réhabiliter ça dans notre vie collective. Et pour conclure, juste, d'abord on applaudit, mais oui, quand c'est spontané, il faut laisser faire. Voilà. Et pour conclure vraiment en quelques mots, on va laisser la parole aux citoyens engagés. Merci Boris. Tu me permets de lancer un appel parce qu'au niveau des petits faits des pauvres, nous avons un déficit de bénévoles. Et la plupart, ce sont des personnes âgées également, et donc qui ne peuvent plus donner. Et donc, la relève est la bienvenue. Et tout à l'heure, madame parlait de s'adapter à la personne. Je crois que c'est ça, le respect mutuel. Par exemple, nous, au niveau des préfets des pauvres, on ne s'occupe pas de religion. On ne parle pas de religion parce que ça, c'est personnel. Mais on essaie de nous adapter aux personnes que nous voulons accompagner. Par exemple, au niveau de foyer social à Doma, nous avons vu que les personnes étaient réticentes au début à vouloir être accompagnées. Mais après, quand on les a mis en confiance, une fois, je me souviens, on a dit maintenant, c'est à vous de nous dire, par exemple, ce que vous avez fait dans la vie, qu'est-ce que vous avez vécu. Et c'était vraiment intéressant de les écouter et ça les valoriser. Donc, il faut valoriser la personne. Il faut lui montrer qu'elle est importante. Et c'est ça qui peut lui permettre de mieux nous accepter. Et je crois que les jeunes ne peuvent que se réaliser à travers cette action de bénévolat et d'accompagnement citoyen. Voilà, je vous remercie. Il me reste vraiment à vous remercier. Je pense que c'est important cet engagement citoyen. On voit que ça peut se passer dans une grande ville, dans une ville moyenne, et sur le terrain et dans le rural, comme à Castillon-Pujol. Si vous avez encore une question, je suis désolé, vous la poserez hors séance, parce qu'on a tout de suite une présentation, un extrait du livre de Marc Lausson sur la descente aux enfers. C'est pas très gai, mais c'est un livre formidable sur malheureusement quelqu'un qui est toujours à la limite de la rue, mais qui est en tout cas dans la précarité, c'est certain. Donc, merci à vous. Vous pouvez rester. C'est un très bel ouvrage. Et c'est son auteur et une lectrice qui va l'accompagner. Merci à vous.